Bonjour Zineb El Razoui. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous avez échappé à la tuerie de Charlie Hebdo, vous étiez en congé à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'apporter des témoignages sur les tueries du 13 novembre. C'est un livre étonnant qui s'appelle 13 témoignages, et vous y racontez l'horreur. Eh bien, pour moi, c'est un livre de journaliste, c'est une démarche de journaliste. Après les attentats du 7 janvier, c'était impossible pour moi d'avoir un raisonnement intellectuel construit, en fait. C'était impossible d'avoir une distanciation par rapport à ce qui se passait, j'étais trop impliquée. C'était le cas aussi de mes collègues, et j'aurais voulu à ce moment-là que l'on nous tende un micro, mais de façon longue, comme j'ai essayé de le faire avec les témoins du 13 novembre, pour recueillir à la fois le récit, mais aussi les non-dits. Oui. Et c'était ça le but du livre, évidemment. C'est quoi les non-dits? Parce qu'effectivement, ce sont des récits poignants, terribles la plupart du temps, des familles de victimes, des témoins directs. Eh bien, les non-dits, c'est aussi, c'est d'abord la pudeur qu'il peut y avoir par rapport à l'idéologie, qui, comme je le dis dans la préface du livre, est vraiment absente des témoignages de ces 13 personnes, enfin de ces 12 personnes, parce qu'il y a aussi un portrait posthume d'Abdelhamid Abaoud, qu'on a qualifié de cerveau des attentats du 13 novembre, et qui, en réalité, son portrait montre que c'est surtout une petite frappe, une petite cervelle en tout cas, mais c'est quelqu'un qu'on ne peut vraiment pas qualifier de cerveau. Mais l'idéologie est absente, la haine est absente, et puis surtout, ce qui ressort, c'est une volonté incroyable de se reconstruire, de vivre, et aussi tout le parcours du combattant qui est celui des personnes qui ont échappé à la mort ou qui ont perdu un être proche, qui vivent un choc post-traumatique et qui vont devoir entamer un parcours de guérison. Oui. Voilà. Vous rencontrez même le frère d'un des terroristes qui se fait exploser au Bataclan, c'est Ouari Moustapha, qui était à quelques centaines de mètres de là en train d'assister à un spectacle de Dieudonné le soir des attentats. Exactement. La famille Moustapha, donc Ouari, le frère, avec son épouse et d'autres proches à lui, et se trouvaient à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau du Bataclan ce soir-là. Ils étaient en rupture de ban avec Omar, le frère kamikaze. Ils ne l'avaient pas vu depuis 2013. Et d'ailleurs, cette famille avait assisté à un autre spectacle au Bataclan il y a quelques mois et se disait « mais c'est incroyable, il aurait pu en fait entrer, tirer dans se faire exploser et tuer les siens, tuer sa propre famille. » Presque aussi une victime. Eh bien, c'était une rencontre à la fois très émouvante et presque incongrue, dois-je dire. Parce que moi, je viens du côté des victimes, du 7 janvier en tout cas, et cette famille vient du côté des coupables, même si les personnes que j'ai vues ne sont pas des coupables. Ce sont aussi des personnes éclaboussées par le fait terroriste, par le fait qu'un de leurs proches soit devenu un monstre, entre guillemets, comme son propre frère le qualifie. Et la famille que j'ai vue est une famille qui est en choc post-traumatique, comme toutes les personnes touchées par ces attentats, mais qui ne s'autorisent pas à être dans ce choc post-traumatique. Il y a une famille dans l'opprobre qui porte la honte de ce nom, qui est une famille qui porte une culpabilité aussi, qui peut être irrationnelle, mais qui porte cette culpabilité de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour empêcher ça. Et c'est des gens qui pensent qui sont tellement choqués, traumatisés, qu'ils pensent même à changer de nom. Il y a effectivement des témoignages, je le disais, maman d'une fille unique qui témoigne, qui raconte l'horreur à l'Institut médico-légal, la découverte du corps de son unique enfant. Et ces hommes qui rentrent dans le Bataclan, qui enjambent les cadavres et le sang qui est partout. Souvent, j'ai ce retour-là des personnes, des lecteurs qui ont lu le livre. Ils m'ont dit c'est un livre qui est très très dur. D'ailleurs, on dit l'éditeur précise que l'accord parental est souhaitable pour la lecture du livre. En fait, c'était un parti pris. Je savais que ce qui allait ressortir de ces témoignages allait être quelque chose d'extrêmement sanglant, extrêmement violent, mais en même temps, c'était impossible de sortir avec quelque chose d'édulcoré, de soft, d'une horreur pareille. Et le parti pris, c'était justement de montrer les choses sans filtre, d'aller dans tous les angles morts, de laisser les témoins s'exprimer réellement sans censure, sans enjoliver les choses, sans les atténuer, mais tout en préservant la dignité, évidemment, des personnes qui témoignent et qui vont jusqu'au tréfonds de ce qu'elles endurent après un drame pareil. Ouais. Pourquoi, donc, on y revient, ce portrait d'Abaoud qui s'ajoute à tous ces témoignages?
Eh bien, d'abord, il y a plusieurs intervenants dans ce livre, pas seulement des victimes. Les victimes, généralement, sont au centre de l'attention après des attentats à juste titre. Mais là, on a essayé aussi de donner la parole à d'autres personnes, et des policiers, des secouristes, etc. Patrick Pelloux, exactement, des urgentistes. Mais il manquait justement l'autre côté du miroir. Il manquait de comprendre, par exemple, qui est cette personne que les médias ont pompeusement qualifiée de cerveau des attentats. Donc vous dites quoi, en fait, sur ce personnage? Ce que je dis, en réalité, ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'aller dans le parcours djihadiste d'Abdelhamid Abaoud, parce que ce sont des éléments qui ont été donnés par les renseignements. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller sur son enfance, sur sa vie de collégien raté, alors qu'il a eu la chance d'être inscrit dans l'un des collèges les plus prestigieux de Bruxelles. Il a laissé le souvenir d'un petit voleur de portefeuille. C'est quelqu'un qui est issu de la classe moyenne bruxelloise, d'une famille de commerçants, propriétaire d'une maison de ville à Molenbeek, propriétaire d'une villa au Maroc. Et puis c'est surtout quelqu'un qui est en fait un petit con, entre guillemets, qui aimait rouler des mécaniques, frimer au bled avec la dernière moto, le dernier quad devant les enfants pauvres au Maroc, et qui est véritablement eh bien quelqu'un qui est sans lustre, sans charisme, et qui a basculé dans le djihad, et donc qui dément ce cliché du terroriste qu'il est devenu parce qu'il est issu d'un milieu défavorisé. Molenbeek, quartier défavorisé de Bruxelles. Vous démentez ça? Oui, parce que Molenbeek, c'est un quartier populaire qui pourrait ressembler par exemple, à Belleville, ici à Paris. Aujourd'hui, d'ailleurs, à Molenbeek, il y a même des bobos bruxellois qui rachètent des lofts, qui s'installent. Molenbeek n'est pas le ghetto Donc n'explique pas, ne peut pas expliquer, ne doit pas expliquer ce qui s'est passé? Eh bien non, ce n'est pas parce qu'on est né à Molenbeek que l'on devient un terroriste. D'ailleurs, si la pauvreté justifiait le basculement vers le terrorisme, tous les pauvres du monde seraient discriminés. Qu'est-ce qui explique ce basculement? Pour moi, ce qui explique le basculement, c'est l'idéologie. C'est ce que tous les terroristes du monde, enfin tous les terroristes islamistes ont en commun, c'est l'idéologie de l'islamisme djihadiste. Ce sont des gens, par exemple ceux du 11 septembre étaient des ingénieurs issus de milieux riches, on a des gens issus d'Afrique, de pays arabes, d'Europe, on a des convertis, on a des gens qui sont d'origine musulmane, mais tout ce que ces personnes ont en commun, c'est l'idéologie, et c'est pour ça que cette idéologie, il faut la nommer, il ne faut plus craindre de dire que dans l'islam, dans la religion musulmane, dans ces textes, il y a des choses, des textes qui alimentent cette idéologie et qui produisent ce terrorisme-là. Un portrait de vous dans Paris Match s'intitule « Une femme en danger ». Vous êtes en danger parce que vous dites ça? Eh bien, il faut croire que oui, il faut croire que... en tout cas, aujourd'hui, je vis sous haute protection policière en France, après avoir reçu une infinité de menaces, des menaces qui sont extrêmement concrètes, qui veulent attenter à ma vie. Je pense que quelqu'un comme moi, issu de la culture musulmane, une femme maghrébine et qui connaît à la fois la langue arabe, la religion musulmane mieux que la plupart des terroristes et qui se dit athée, qui combat en tout cas le joug de l'islamisme sur nos libertés et nos vies, eh bien il faut m'éliminer physiquement parce que je suis la contradiction de toutes les théories, de toutes les thèses que veulent véhiculer ces gens-là. Oui, mais vous êtes une femme courageuse, vous ne céderez jamais? Eh bien, non, pour moi, c'est une question de survie. Céder, ça veut dire que ces gens-là auront gagné. Ça veut dire que mes collègues de Charlie auraient été tués pour rien. Et je pense que si moi et d'autres avons eu la chance de survivre à des faits aussi tragiques, c'est pour porter un message, c'est pour continuer à se battre, et pour faire en sorte que les terroristes ne gagnent jamais cette guerre. Merci Zineb El Razoui. Zineb qui raconte l'enfer du 13 novembre avec 13 témoins. C'est publié aux éditions Ring et c'est un livre extrêmement fort. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.